Chers amis, bonjour. Oserais-je avouer que vous m'avez manqué? Oserais-je espérer que je vous ai manqué un petit peu? Je me tourne tout de suite vers Jean-Luc, car je n'étais pas là lors des deux derniers débriefings. Mais oui. Un petit peu quand même? Un peu quand même, allez, on va dire. C'est gentil. Oui. Bon, ils ont été très bien aussi. Hein. Oui. Bon, tu vois, ils ont eu la maison propre et tout. Voilà. Mais bon, c'est avec joie que je retrouve cette place, et cette place notamment à côté de toi pour te poser des questions. Mais c'est toujours un plaisir. Concernant donc le Grand Prix du Brésil, l'avant-dernière manche de la saison. Donc, on avait titré Lewis Hamilton la dernière fois. Ça, c'est fait. Voilà. On va en reparler de Lewis Hamilton, parce que ce qui lui est arrivé samedi, la façon dont il nous a animé le Grand Prix, bon, il y a des choses à dire, bien évidemment. J'ai quand même envie de commencer, évidemment, à tout seigneur, tout honneur, par le résultat brut du Grand Prix et la victoire de Sébastien Vettel devant Valtteri Bottas et Kimi Raikkonen. Bon, la question, elle est un peu évidente. Je crois que tout le monde se la pose et a envie de te la poser. Tout s'est donc joué au départ? On est obligé de répondre oui à cette première question, dans la mesure où effectivement le départ a été un petit peu meilleur pour Vettel. Alors d'ailleurs, ça a apporté un complément d'information, puisqu'on rappelle que ce départ est l'un des seuls en montée, en légère montée, avec celui d'Autriche, si mon souvenir est exact. Donc là, manifestement, alors qu'il n'avait pas Austin, peut-être un petit peu aussi. Peut-être Austin un petit peu. Encore, je crois que oui, c'est encore dans le méplat voilà, avant la allez, montée. D'accord. Donc bon, enfin en tout cas celui-là est vraiment monté, on le sait bien. Et donc effectivement, le départ était meilleur pour Vettel. Il était entre guillemets du mauvais côté de la piste. Mais bon, on a vu que peut-être Bottas là aussi a impressionné par l'enjeu ou pas toujours un bon partant. Alors évidemment, après on en arrive au premier virage, c'est ce que tu vas me dire. On ne savait pas à ce moment-là que les positions étaient figées, d'autant que dès qu'on fait intervenir un safety car, et on l'a vu, la majorité des pilotes ont été amenés à repasser par la voie des stands de manière naturelle, puisqu'on a occulté naturellement la piste pour permettre aux commissaires de travailler dans de bonnes conditions dans les S de Sénat. Donc certains ou pas ont changé de pneu, en l'occurrence pas pour la majorité du plateau. Donc Vettel qui prend le meilleur quand même au vrai départ, qui maintient durant toute la course un écart faible, mais qui maintient quand même son écart avec Bottas. Ce dernier qui tente, est-ce que c'était un vrai undercut? Bon, ça s'est joué à un tour près, mais ça s'est pas passé loin, c'est vrai. C'est une tentative d'un undercut, c'est ça. C'est clair. Mais bon, tout ça pour dire, c'est incroyable parce que finalement, cette prise de pouvoir au bout de 200 mètres, elle a tenu jusqu'au bout. C'était ça, sans doute, quand même, l'élément clé de la course. Naturellement. Alors, à la fin, tout le monde est plus malin, hein, comme tu le dis très justement. C'est vrai que tout s'est joué au départ de fait, mais quand même, l'écart n'a jamais été au-delà de 3 secondes, ça c'est sûr. On était plutôt autour de 2, 1,8, 2, 2,1, 2,5, en fonction naturellement du dépassement des pilotes attardés, parce qu'il y en a eu beaucoup puisque ce tracé est petit, 4 km 300 seulement, il faut le rappeler, c'est-à-dire c'est le deuxième plus court du championnat après Monaco naturellement. Alors c'est un tracé, moi je l'aime beaucoup, vraiment, parce que c'est un tracé à l'ancienne. D'ailleurs en général, les pilotes l'aiment également, dans la mesure où il y a vraiment les deux parties. Il y a cette montée, alors conditionnée naturellement par la puissance moteur d'une part, par la motricité parce qu'on ressort de ce virage à gauche, et puis naturellement la faculté ou non de déclencher le DRS et d'effectuer un dépassement et le freinage au S de Sénat. Mais on a vu que c'était pas suffisant non plus, puisqu'il y a eu de très beaux dépassements dans la deuxième ligne droite, juste après les S de Sénat, à nouveau DRS, et puis là, non mais moi je l'ai trouvé passionnant. Déjà on va y venir évidemment à cause de la remontée d'un certain H. Voilà. Juste avant, et histoire de conclure sur la victoire de Vettel, bon, il était temps. Hein, c'est vrai qu'il l'attendait, cette nouvelle victoire, depuis la Hongrie, la dernière victoire. Et après, on sait ce mois de septembre et octobre très quasi catastrophique pour Vettel. Bon, ça fait du bien au moral, forcément. Écoute, c'était une horreur, puisqu'il n'avait plus remporté le Grand Prix depuis la Hongrie. On a bien compris, erreur humaine d'un côté, de sa part ou de la part de l'équipe. Problème technique, de fiabilité, enfin un enchaînement de circonstances effroyables qui fait que Vettel, ça devient de plus en plus difficile de décrocher le titre. Alors maintenant, ils l'avaient tous dit avant, c'est vrai, mais c'est pas une revanche parce que Vettel, on l'a compris à l'arrivée aussi, toujours en italien, s'adresse à son équipe, était heureux naturellement du résultat, heureux d'une 5e victoire dans la saison, heureux d'une 47e victoire dans sa carrière. De Ferrari sur le podium aussi. Bien sûr, non, c'était bien. Quelque part, je vais pas dire que ça compense, mais ça rattrape un petit peu. Maintenant, on remet les compteurs à zéro à Abu Dhabi, et là aussi, on va avoir un Grand Prix qui va être dénué d'enjeux, hormis celui de remporter. Et puis, on a quand même toujours un petit peu, même si ça commence à se décanter, pour le titre de vice-champion du monde, qui est tout à fait honorifique. Mais disons que Vettel c'était un enjeu. 15 points, on se disait, il manquerait plus. En fait, c'est ça qu'on se disait. Il manquerait plus que Vettel soit pas vice-champion, parce que tout le monde, à la rigueur, lui accorde ce titre. Absolument. Et soit débordé par le deuxième, clairement, de Mercedes. Alors là, je crois qu'il aurait mal pris. Il y a 22 points d'écart. Alors, c'est mathématiquement jouable encore pour Bottas, mais on a quand même le sentiment qu'une certaine logique voudra
qu'effectivement Hamilton soit champion et que Vettel soit vice-champion. Hein. On en revient un petit peu à la configuration qu'on a connue en Grand Prix moto, pardonne-moi de faire le parallèle, mais avec Marquez, c'était le jour. 21 points d'avance, oui, effectivement, on voyait bien que la mission de Dovizioso était impossible. Là, la mission évidemment de Bottas est quasi impossible. Ouais. On va dire qu'a priori, Vettel a pris une très très belle option, effectivement, sur ce titre honorifique, je le répète, puisqu'il n'existe pas en tant que tel, de vice-champion du monde, deuxième du championnat, battu uniquement par Hamilton. Bon. Oui, tout à fait. Alors, Hamilton, venons-y au chapitre Hamilton. Ouais. C'est vrai que, écoute Jean-Luc, je repensais, je me mettais à sa place au Grand Prix du Mexique avant le départ. Si on lui avait dit, tu seras que 9e à l'arrivée du Grand Prix du Mexique et tu partiras de la voie des stands au Brésil, je crois qu'il l'aurait pas cru. Non. Et pourtant, bon, alors c'est vrai, cette 9e place lui a quand même permis d'être champion du monde. Ça console, hein, bon. Mais bon, on sait qu'il n'a pas apprécié cette 9e place du Mexique. Mais bon, il fait une bêtise, donc Interlagos samedi. On peut appeler ça comme ça. En restant poli, il fait une boulette. Ouais. D'ailleurs, il prend tout pour lui. On comprend pas très bien quand il perd la monoplace dans le premier tour, on le répète, de la Q1, c'est-à-dire il sort vraiment. Alors moi, je pense les pneumatiques pas tout à fait en température, ça c'est une évidence. La piste un peu froide. Et puis j'ai bien regardé, il était légèrement à l'extérieur de la trajectoire à cet endroit-là, légèrement. Et il y a une légère bosse. Alors est-ce que c'est ça? Enfin, il commet une erreur. En tout cas, il perd sa monoplace au pire endroit, au pire moment, parce qu'évidemment, ça condamne ses qualifications. Et de fait, on sait qu'il va partir dernier ou pas loin, parce qu'on attend après la rafale de sanctions et de pénalités qui va tomber. Et il y en a eu, d'ailleurs. Et il y en a eu. Mais bon, finalement, on choisit de partir de la voie des stands, parce qu'on retouche probablement au réglage aéro, et on va y venir, qui lui servent pendant la course, pour avoir une monoplace performante et efficace dans le cadre du Grand Prix. Et là, du coup, il part des stands, et on se dit, voyons, est-ce que ça va être comme au Mexique, où il va buter un petit peu sur certains pilote, je vais oser dire, de deuxième plan. On l'a vu buter sur des Sauber ou des Toro Rosso au Mexique. Pas du tout. Là, immédiatement, on voit à quelle vitesse il avale. Et puis, j'oublierai pas Ricardo. Oui. Alors, Ricardo, tu vas peut-être pas en parler après. Oui, parce que c'était un peu parallèle, en fait. C'est ça. On parle d'Hamilton pour commencer, qui se lance dans une remontée, mais alors météorique, mais enthousiasmante. Là, c'est vraiment, c'est un bonheur. Et là, on se dit, oui, ce type-là, non seulement il n'a pas usurpé son 4e titre de champion du monde, mais c'est quand même un diamant, quoi. Je veux dire, quand il est dans des conditions comme celle-là, même partant dernier, avec le couteau entre les dents ou le volant entre les dents, comme tu veux, c'est vraiment du pur bonheur. Oui. Voilà. Pourtant, allez, je sais pas que je vais pinailler, mais bon, on va susciter un peu le débat. Quand tu regardais un petit peu les attentes des uns et des autres sur les réseaux sociaux, sur les commentaires, jusqu'où pouvait remonter Hamilton? La majorité des suffrages disaient top 5, oui, jouable, normal, top 3, peut-être. Il termine 4. On avait tous raison. Enfin, je veux dire, ça se devinait quand même. Tu vois ce que je veux dire? Entièrement d'accord. Oui. En début de commentaire avec Adrien sur RMC, c'est ce qu'on a dit. Bon, moi, j'ai dit le top 5 qui devrait y arriver. Voilà. Mais alors après, compte tenu des écarts qui ne se creusaient pas, quand on voyait qu'il y avait 4-5 pilotes en 5-6 secondes pendant longtemps, tu te dis là, il va buter. Et puis, de manière, et on l'a bien vu, puisque Lewis a changé de pneumatique au 43e tour. On rappelle. Il retarde au maximum. Sa stratégie décalée. Il était parti en soft, lui, alors que tous ses adversaires étaient en super soft, à part Ricardo, on y revient aussi, qui partait lui 14e après la pénalité, ou plutôt le handicap, encore une fois des problèmes techniques. Ça, voilà, on va pas y revenir, non, mais... si tu veux, mais bon. Donc, ça il y avait 25 pour Gasly, 8 pour Stroll, 5 pour Stroll, 10 pour Ricardo. Oui, on s'est tellement habitué maintenant que j'ai envie de te dire, un peu fataliste, c'est comme ça. C'est l'avant-dernière fois que je vous le dis, la dernière, j'espère que c'est le prochain, règlement débile, qui frappe à l'aveugle, qui pénalise des pilotes, alors que si c'est un problème technique, il faut pénaliser les équipes une nouvelle fois, et qui pollue le championnat de toute façon, et pollue les résultats. Ça y est, ça c'est fait. Donc maintenant, Hamilton, c'était prévisible quand même. Voilà, c'est ça. Prévisible qu'il allait s'arrêter plus tard, on savait pas jusqu'où. 71 tours pour le Grand Prix, je le rappelle. Il en fait 43, et puis on voit bien la courbe de perf, et vraiment, on l'a bien fait chez Mercedes. À un tour près, les performances étaient en augmentation. Il mène le Grand Prix lorsque tous les leaders s'arrêtent, et là on se dit ça y est, il est proche de l'exploit, parce que même si c'est virtuel et on sait bien que quand lui va s'arrêter, il va se retrouver. Alors j'avais calculé moi aussi 5e. Voilà, on est d'accord, 5e. Et il repart 5e. Je pensais qu'il buterait sur Verstappen plus. Moi aussi. On est bien d'accord. Par contre, je pensais qu'il buterait moins sur Raikkonen. Moi aussi. Bon, voilà, on est bien d'accord. Voilà. Non, mais en fait, sur pneumatique, et quand on voyait quelques ralentis, on voyait bien que le pneu arrière gauche avait souffert. Il était limite sur la bande de roulement. Là, il avait morflé, comme on dit. Donc, il devait avoir du mal quand même, et notamment en motricité, parce qu'on a vu qu'il était beaucoup moins impérial à la sortie du dernier gauche dans la remontée qui commandait la ligne droite. Donc, moi, je suis partagé. Voilà, je dis. Super spectacle, effectivement, parce que j'aurais pas dit qu'il serait 5e dès le 20e tour, qu'il mènerait quand même, et qu'il ne terminait, alors c'est ça, 5 secondes 5 seulement de Vettel du vainqueur, parce que à part la neutralisation du début qui l'a forcément un peu aidé,
Après, c'est parti, quoi. Écoute, ça mesure sa Ouais, performance. ouais. Parce que moi, j'ai bien regardé depuis le début, dès qu'il y a eu le restart, etc., il oscillait entre 15 et 18, 19 Ouais, secondes ouais, ouais. du leader. Donc, on voyait bien que c'était effectivement l'écart qui se maintenait, qui était global. Il tournait dans les mêmes temps, il perdait pas de temps, Oui. ou selon les dépassements d'attardé ou les circonstances de course, mais c'était à peu près comme ça. Et puis là, d'un seul coup, on voit quand il change de Oui. pneumatique, on voit à quelle vitesse il revient sur les hommes devant, c'est-à-dire qu'il leur reprend jusqu'à parfois 1 seconde 2 à 1 seconde 5 autour. Et là, on se dit, nom d'un chien, il peut le faire. Bah oui. Mathématiquement, il peut gagner. Oui, oui. Alors évidemment, il faut encore prendre l'avantage sur les pilotes, on y revient, et on sait qu'il y aura de la résistance, et on sait qu'il y aura une dégradation de ses pneumatiques à lui. On en ignore évidemment la teneur et de quelle manière ça va hypothéquer les performances. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on découvre à quelques tours de l'arrivée une image où on les voit finalement tous les 5 à intervalles réguliers, mais ils pourraient avoir, et il a eu Vettel en ligne de mire. En ligne de mire, il l'avait au bout de la ligne droite. Donc là, j'avoue qu'effectivement, c'est plus facile de remonter dans ces conditions quand on a une Mercedes et qu'on est peut-être évidemment en pleine confiance et qu'on est le quadruple champion. Évidemment, mais encore fallait-il le faire. Il était voilà. sur un nuage et puis rien à perdre. Et là, j'y Oui. reviens. C'est quand même le premier Grand Prix où lui aussi, il a dû se faire très plaisir parce qu'il dégoupille. Ouais. Là, il se dit, bon, bah, tout ou rien, c'est pas grave. Si j'en accroche un ou si je sors, c'est pas grave. Donc là, il a piloté, j'allais dire, comme on pilotait avant. Ouais. Pas d'économie, apparemment pas de problème de consommation non plus. Donc on y va, flat out du début à la fin. Et ben, c'est pas ça la course automobile, Ah finalement. oui. Non, mais c'est sûr que cet accident de samedi, c'était pas une mauvaise nouvelle pour le spectacle. Hein. Eh oui. Bien Eh oui, au faut oser contraire. le dire, Voilà. parce que sinon, je crains qu'il soit Oui. parti devant Bah et ouais. que personne ne Bah l'ait ouais. revu. Parce que Voilà. dès le vendredi, on avait l'air de croire que c'était pour Mercedes hein, et que c'était fait. Ouais. Hein. Et puis bah, finalement, c'est pas le cas. Et je vais dire aussi, et je n'ai rien contre Bottas, heureusement que Vettel a pris ce Oui, très bon départ, tout à fait. parce qu'effectivement, on l'a évoqué en début, on Ouais. va pas revenir là-dessus, c'est bien pour Vettel, c'est Ouais, bien oui, pour Ferrari. Tout à fait. Voilà. Alors Ricciardo, bah, c'est vrai que ça a été un peu le même cheminement qu'Hamilton, moins flamboyant, moins tranchant peut-être. Mais enfin, il nous a encore fait quand même des dépassements où il plonge hein, à l'intérieur, ça il sait faire. Et c'est vrai que ça a été une trajectoire un peu parallèle qui l'a amené à la 6e place, mais voilà, il a un peu suivi le même Et rythme. handicapé quand même, je le répète, par ce tête à queue Oui. dans le premier tour, où à part, moi je crois qu'il part tout seul, Bah parce oui. que il sort à l'extérieur, on l'a dit, le S de Senna, il y a la plongée dans le gauche et Oui. puis le droit derrière, et dans le droit il est sur le vibreur, et je pense que c'est indépendamment de l'accrochage derrière lui, il part, il fait un tête à queue, d'ailleurs sa monoplace n'est pas affectée, Oui. mais il perd beaucoup de temps. Donc ça, quand même, il abîme Voilà. son train de pneus, etc. Ça c'est pas bon quoi Non. pour lui, qui effectivement avait pris ses 10 places, et donc s'arrête au 43e tour. Oui, bah pareil, 43e comme tour, Hamilton. Exactement, C'est comme ça. Hamilton. Ah ouais, c'est ça. Exactement. Alors c'est vrai que oui, ça semblait un petit peu indépendant. Bon, même s'ils semblaient à un moment donné 3 de front, bon, il y a Magnussen et Van Dorn, eux qui se sont accrochés. Oui, ça, c'est alors sûr. là, eux, ils se sont accrochés. Oui, là, bon, bah, ça fait Et puis le partie premier de- tour, tu as Magnussen d'un côté et Grosjean de l'autre. Et Alors, on y vient. on voulait te poser la question sur cet accrochage franco-français, un peu regrettable, c'est sûr, entre Esteban Ocon et Romain Grosjean. Alors, il y a eu des ralentis de l'un côté et de l'autre. Apparemment, Grosjean avait déjà eu quelque chose. Après, il y a eu de toute façon une pénalité pour Romain Grosjean qu'il n'a pas du non, tout qu'il a apprécié. pas accepté. Bon, alors vas-y, dis-nous ce que t'en penses. Bah, écoute, c'est bien. Là, c'est bien difficile. Je vais pas me défausser. Hein. Bon, pour moi, c'est quand même majoritairement un fait de course. C'est-à-dire que effectivement, les deux pilotes se frictionnent. Est-ce que c'est plus la faute de l'autre que de l'un? Oui, peut-être, puisque la direction de course, je l'imagine, a pris sa décision en toute connaissance de cause, en repassant avec les caméras embarquées, image par image, et en décidant que c'est le pilote qui était à l'intérieur et un peu derrière à ce moment-là, c'est-à-dire Romain Grosjean, qui était plus fautif qu'Esteban Ocon. Maintenant, on en a beaucoup discuté avec Adrien Tanguay Oui. d'ailleurs, et lui qui dit non, c'est un fait de course. De toute façon, Ocon, là où il était, il pouvait pas tourner, il était un peu trop vite, il avait déjà perdu la voiture. Le fait est que c'est toujours, comme tu le dis, d'entrée très regrettable d'abord de voir deux pilotes dans le premier tour éliminés. En plus, quand c'est deux Français avec des ambitions, bah, ça fait d'autant plus mal au cœur. Bah, messieurs, c'est pas recommencé là non plus. Ouais. Voilà. Je vais pas dire que parce qu'on est, je sais bien, un adversaire, c'est un adversaire. Parce qu'on est entre Français, il doit avoir un traitement différent, mais c'est dommage, quoi. Parce que là, bon, ça laissera pas de trace. Je suis persuadé que les deux pilotes se sont expliqués après et puis terminé. On oublie ça, on va pas créer des affaires où il y en a pas, mais c'est dommage. Voilà. Ouais, ouais. Maintenant, quand on voit le résultat de Pérez, et on va peut-être y venir, Oui. on se dit qu'Ocon n'avait pas grand-chose à jouer. Bon, Grosjean, j'ose dire, malheureusement, entrer dans les points, c'était limite utopique, mais bon. Ouais. Non, je voulais juste enchaîner sur Pierre Gasly dans un premier temps Oui. pour parler du troisième Français. Oui. Ah, écoute, j'y ai cru, moi, qu'il allait peut-être marquer un point. Ah, il est 10e, il nous fait un super départ, hein, il se faufile bien, ça, il a profité du micmac du premier tour. Et ensuite, ouais, on peut espérer que ça passe.
Et puis à la fin, bon, ça retombe un peu. Voilà, écoute, il fait le boulot. Ouais. Pierre, c'est pareil, c'est un professionnel, c'est vraiment un type qui a la tête froide, un peu un Ocon, je dis, qui fait très peu d'erreurs, et il l'a démontré encore là, qui exploite au maximum son matériel. Par parenthèse, là, bon, là, il a un poil pris le pas sur Brandon Hartley, on va dire globalement, sur le week-end. Il mène la voiture au bout, bon, même si effectivement, Alors, 12. il est 12, il est à un tour, mais c'est pas honteux, hein. Non. Il est à 10 secondes de Sainz. Mais oui. Il est à 10 secondes de Sainz, avec une Toro Rosso, ma foi, avec les problèmes mécaniques que l'on a connus, avec la pénalité qui lui a été infligée, il fait un beau Grand Prix. Ouais, Moi, alors, on va pas se réjouir d'une 12e place, lui non plus. La 10e qu'il occupe un moment, oui, mais enfin, personnellement, je comprends bien qu'avec le Sprung qu'il y a eu au début, où il y a eu 5 monoplaces éliminées, ou peu ou prou, bah, déjà, il y a Ricardo qui repasse devant, il y a Hamilton, enfin bon, voilà. On sait très bien que malheureusement, il va pas forcément rester à cette position. Mais bon, il s'est montré et il se positionnait quand même dans le top 10, c'est à noter. C'est du bon travail, Voilà. c'est du bon travail. Alors, j'ai encore 3-4 questions à te poser. Bon, pour finir juste le classement, ben, là, d'habitude, je dis les tableaux d'honneur, mais là, c'est des tableaux un peu déshonnants, en tout cas de déception. Ouais. On parlera de Massa après. Oui. C'est Pérez, que 9 avec une Force India, qui était la plus rapide en vitesse de pointe. Et puis, bah, c'est Force India, c'est quand même pas n'importe quelle équipe. Je trouve que 9, c'est décevant. Et puis, bah, Renault, je pense qu'on espérait mieux aussi que le petit point de Nico Hülkenberg, 10e. Entièrement d'accord avec toi, évidemment. Pérez, et je te dis, ça donne un peu moins de regrets, on va dire, à Ocon, dans la mesure où, effectivement, Pérez, partant 5, ne termine que là, enfin, il est dans les points, mais il est loin, quoi, 9e. Ah oui. Et puis, pareil, il est presque à un tour, hein. Ah Il oui. est presque à un tour. Donc, c'est moyen. On attendait un peu mieux des Force India, d'une manière générale, et notamment de Pérez, qui, je pense aussi, avait une super motivation, parce qu'une revanche à prendre sur le Mexique, justement, quelque part. On est toujours en Amérique du Sud, quand même. À une grande époque, on appelait ça la temporada, tu te rappelles, avec les Grands Prix d'Argentine et du Brésil qui se suivaient. Bon, là, c'est le Mexique. C'est les campagnes. Oui. 79, l'IGA. Oui. Le patron qui est à Paris, qui regarde les Grands Prix à la télé, sur TF1, et qui voit la voiture. Non, mais maintenant, on n'imaginerait pas patron qui est pas sur place. Non. Le fait est qu'on se souvient de ses victoires de Lafitte. Qui est en tête du championnat, au début, la temporada. Bon, allez, on va l'appeler comme ça pour les plus anciens d'entre vous, et on sait qu'il y en a. Donc là, on dit que Pérez avait donc quelque part la motivation, si jamais il en manquait. Eh ben non. Donc il peut pas faire mieux que ça. Donc ça veut dire qu'Ocon était forcément derrière, je pense. Donc terminé 10, quoi. Alors, tu me parles des Renault. Bah oui, c'est une déception. Parce qu'on attend mieux maintenant, on attend mieux quand même de cette équipe Renault, surtout avec l'appui et l'apport de Sainz qui vient pousser Hülkenberg. Et ça, c'est très bien. Et Hülkenberg le dit aussi. C'est vrai que ils sont du même niveau, quoi. Alors qu'il débarque dans l'écurie, il est à un 10e derrière. Et ça, c'est génial. L'état d'esprit est excellent, pourvu que ça reste comme ça. Mais je pense, compte tenu des deux hommes, je pense que même s'il y a, on va dire, un challenge sportif, ça va pas tourner au vinaigre. On a une belle équipe, on attend mieux de Renault. Voilà, c'est bon. Et alors, concernant Renault, cette rumeur ou cette constatation que ça casse beaucoup chez Toro Rosso, qu'il n'y a que 5 points d'écart au championnat entre les deux équipes, à l'avantage de Toro Rosso, à 2 Grands Prix de la fin. Pourrait-il y avoir complot? Pourrait-il y avoir anguille sous roche, si je puis me permettre? J'aime penser que non. Oui. Voilà, je te réponds franchement. Si c'est le cas, c'est pas joli, on va y aller franchement. Maintenant, j'ai du mal à penser, connaissant quand même encore certains membres de l'équipe Renault, que intentionnellement on fasse casser les moteurs chez Toro Rosso. Maintenant, la déclaration de Cyril Abiteboul, et je l'aime bien, est maladroite. Quand on dit, pour essayer de se dédouaner un peu, non, c'est pas que les moteurs Renault et les problèmes Renault, c'est l'implantation dans le châssis, sortir ça à 2 Grands Prix de la fin, oui, alors qu'on va se séparer et que c'est pas bien. Je veux dire, c'est pas ni diplomatiquement intelligent, j'ose dire, ni malin, parce qu'effectivement on crée des rancœurs. Immédiatement le communiqué de Toro Rosso tombe en disant c'est pas nous, et on met le doigt là où ça fait mal en disant c'est bizarre, on est encore devant au championnat. Donc non, je peux pas penser que Renault le fasse intentionnellement. Je le souhaite évidemment de tout cœur, et puis ce serait une hérésie, c'est quand même quelque part. Enfin, c'est pas bon pour la réputation de la marque. Maintenant, je pense qu'il y a une déclaration maladroite qui a entraîné une réaction violente. Allez, terminons le Grand Prix, messieurs, s'il vous plaît, proprement après cette collaboration, et puis après on ouvrira une autre page. Et comme je l'ai dit, on verra ce qui se passe l'an prochain avec un moteur Honda. Moi, je veux bien mettre des billes qui, à mon avis, va être revigoré pour plein de raisons. Bon, vous faites votre opinion, mais voilà ce qu'a dit Jean-Luc. Alors, je voulais terminer par Massa, qui a joué à domicile son dernier Grand Prix du Brésil. En quelque sorte, finalement, l'an dernier, ça avait été une répétition de sa retraite. Alors, moi, je te le dis franchement, j'avais pas apprécié, là, il y a une semaine, ces déclarations où il essayait de se maintenir à son volant. On comprenait bien que, voilà. Bien sûr. Et moi, de dire comme ça au passage, Kubica, moi je sais pas comment il fait pour conduire d'une main. J'ai trouvé ça vraiment pas élégant.
parce que c'était rappuyer là où ça fait mal, en insistant bien sur le handicap. Bon. Maintenant, j'ai envie de dire, bon, ok, rien à dire. Là, il a fait un beau Grand Prix. On sent qu'il était chez lui, qu'il voulait bien finir. Il a fait globalement une très belle course. Écoute, il y a parfois des heureux hasards, je vais le dire comme ça, parce que Stroll n'a pas été dans le coup de tout le week-end. Et là, Massa se qualifie bien, hein, il se qualifie dans le top 10, 9e. Il fait un beau Grand Prix, on le voit, et il termine 7e. Ouais. Et encore donc dépassé sur la fin, etc. Parce qu'à un moment, il était même un petit peu mieux que ça. C'est le héros local. On va commencer, donc c'est une belle sortie, même si celle de l'an dernier était magnifique au plan de la tragédie, parce que le pilote qui sort violemment, qui abandonne sa monoplace fumante, la qui course revient avec le drapeau national, lui sous la femme, le fils qui l'accueille. Magnifique, toutes les équipes qui l'applaudissent. Bon, c'est une sortie théâtrale dont on se rappellera tous d'ailleurs. Tu verras, dans 10 ans, on se rappellera que de celle-là et pas forcément de ce résultat. Donc, il sort. Alors, il quitte le championnat, on l'a déjà dit, c'est un regret, parce que c'est quand même un pilote qui a gagné des grands prix, qui a été performant, qui a été champion du monde, je le rappelle, au Brésil, quelques secondes. Allez, on va dire. moi je dis toujours une vingtaine, mais bon, voilà. C'est ça. Le temps qu'Hamilton vienne dépasser, on le sait bien, dans ce fameux virage. Donc sur ces terres, il a été champion du monde à un moment et puis l'opportunité ne s'est jamais représentée. Donc c'est un grand pilote qui va mettre fin à sa carrière. Maintenant, tu connais le contexte. Il attendait qu'on le retienne chez Williams. On a dit, non, reste avec nous, on a besoin de toi. Eh ben non, on a eu besoin de lui une année. Maintenant, son tour est venu de prendre sa vraie retraite. Et donc il était peut-être un petit peu amer qu'on ne le retienne pas, premièrement. Et puis deuxièmement, bah oui, là c'est une déclaration de trop. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et en plus, c'est mauvais pour tout le monde parce que ça veut dire que un pilote qui conduirait d'une main serait capable de faire des performances avec ses monoplaces alors qu'on nous présente ça, c'est vachement dur cette année, il y a beaucoup d'appui, c'est pénible. Lui-même, il réduit quelque part la performance de l'ensemble du plateau de Formule 1 cette année. Donc c'est pas bien. Voilà. Ça c'est une maladresse encore aussi. J'espère que bon, il s'est pas rendu compte de ce qu'il a dit ou que voilà. Bon. On va le regretter. Voilà. Bon, mais on va s'arrêter quand même, parce que là, attends, on doit... Bon, allez, j'avais pas encore une question. On en est à 2h35, donc bon, bah, merci de votre patience. Pour ceux qui ne dorment pas, on va continuer quand même. Non, mais je suis sûr que vous êtes toujours intéressés, mais c'est un peu long parfois, mais désolé, voilà, on en profite. Non, la dernière question, c'était Alonso, avec la rumeur, là aussi, qu'il ferait donc Le Mans. Il y a même une rumeur qui dit qu'il ferait plus que Le Mans, qu'il ferait des courses WEC. Absolument. Alors, je sais pas, pour Toyota, bien sûr, hein, qu'est-ce que tu en penses? C'est sage, c'est bien, c'est pas bien, c'est quoi? Je l'avais déjà dit, je crois que chez McLaren et chez Zak Brown était prêt à tout, ou quasiment à tout, pour retenir son Alonso. C'était vraiment l'objectif numéro 1. Toute la stratégie, tu as l'impression que tout l'avenir de McLaren reposait ou non sur le fait qu'Alonso signe à nouveau. Bon, Alonso reste. De toute façon, où pouvait-il aller? Nous l'avons dit ici même, bien avant que ça se dénoue. Où pouvait-il raisonnablement aller? Bon, il y avait une vague piste Williams qui tenait pas la route. Ça se dénoue, Jean-Michel. Voilà. Private joke. Patrick Rivet sort de ce corps, donc bon, voilà. Donc, en fait, il ne pouvait rester que là. Alors, on lui a accordé tout ce qu'il voulait. Indianapolis, naturellement, c'est pas possible à cause de Monaco, puisque on lui a tellement promis. Mais tu vas voir que si jamais la monoplace marche pas la saison prochaine, Indianapolis, moi je te le dis déjà, ça va devenir possible. Bah, comme cette année. Si malheureusement le début de saison est catastrophique pour l'équipe McLaren-Renault, bah tu vas voir que Alonso il va dire bon allez t'es gentil et moi je retourne à Indy parce que vraiment j'ai pris mon pied et j'ai failli gagner. Alors on en vient maintenant au WEC et on en vient. Bah il reste une équipe officielle en LMP1, c'est Toyota. Tu penses bien que chez Toyota accueillir un double champion du monde comme ça, qui est encore dans sa carrière de pilote de Formule 1, donc actif, ce qui était le cas d'Hülkenberg. Voilà, Hülkenberg. Sébastien Bourdais aussi l'avait fait. Sébastien Bourdais l'avait fait. Et puis on rappelle qu'à une époque c'était pas exceptionnel. Il n'y avait pas concurrence de date, on s'arrangeait pour ça, et le calendrier était beaucoup plus intelligent, moins complet, faut être honnête jusqu'au bout, il y avait moins de 15 Grands Prix, mais bon, on protégeait Le Mans pour permettre aux pilotes de Formule 1 de venir faire Le Mans. Et tu vois, je suis en train de lire un bouquin justement sur Henri Pescarolo et toute la grande époque des Matras au Mans, etc. Bon, c'est une autre histoire parce que là, on est reparti pour 2 heures, je peux vous le dire. Donc, en fait, on peut dire simplement que oui, on a accordé à Fernando Alonso le fait de faire Le Mans et probablement au moins une course préparatoire. Oui, ce qui serait effectivement plutôt... S'il n'y a pas concurrence de date, une fois que les calendriers seront fixés, et puis comme il va y prendre goût très probablement, et ben peut-être en fera-t-il une autre parce que Toyota va se dire aussi, bah, nous, on veut avoir Alonso dans notre voiture au Japon, par exemple. Voilà. Donc, écoute, oui, c'est un peu, je pense que c'est une concession qu'on a fait à Alonso. Et je pense qu'Alonso, ça dépendra surtout, en fait, bon, il va s'engager, il va le faire, mais son programme dépendra un peu de la performance de la McLaren Renault. Ouais.
Bon, cela étant, affaire un peu à suivre, parce que pour l'instant, c'est pas vraiment confirmé non plus. Je crois pas que ça a été officiellement signé, mais les contacts sont suffisamment avancés pour que, là on va dire qu'il y a un faisceau de présomption. Voilà. Bon, ben, on en reparlera certainement dans 15 jours pour débriefer d'Abu Dhabi, et puis là on aura eu sans doute les nouvelles de fin de saison, et il y aura d'autres choses à dire. Il y a encore quelques baquets attribués. Williams, nous l'avons dit, où normalement, on l'a dit, Kubica ferait des essais post-Abu Dhabi, donc peut-être Sauber, bon, ben, Leclerc, je crois que c'est bon, même si c'est pas encore officialisé. Ouais, alors reste à savoir si Giovinazzi y arrive aussi, ou si on en garde un. Ouais. Non, il y a encore effectivement des choses à dire. Donc bon, allez, je crois que là on a battu notre record de la saison. Et officialisé Toro Rosso quand même, parce que pour le moment, on ne sait toujours pas officiellement si Gasly et Brandon Hartley, bon, a priori à 99%, oui. Ouais, mais tu as raison, il y a des choses encore à surveiller. Bon, allez, comme je vous disais, on a battu, je crois, le record de la saison, donc on va s'arrêter là. Mais on ose penser que vous appréciez, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là aussi. Merci Jean-Luc, donc on se revoit dans 15 jours et on débriefe sur le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Allez, salut, à bientôt. Salut.